Maintenant, on va faire ensemble le développement psychomoteur de l'enfant. Est-ce que vous êtes en ligne avec moi? Je peux commencer? Merci. Tout d'abord, quels sont les objectifs du cours de développement psychomoteur? Donc, on a 3 objectifs à retenir. C'est de faire une évaluation neurologique du nouveau-né. C'est-à-dire, est-ce que c'est un nouveau-né à un examen neurologique normal ou pathologique? Connaître les différentes étapes de développement psychomoteur en fonction, bien sûr, de l'âge et évaluer le développement psychomoteur d'un enfant à un âge donné qui nous permettent de dire est-ce qu'un enfant à un âge donné a un développement psychomoteur normal ou bien a un petit retard ou bien un retard psychomoteur, donc le degré de retard psychomoteur. C'est l'évaluation, bien sûr, en utilisant plusieurs échelles. C'est quoi le développement psychomoteur? C'est un ensemble des progrès accomplis par l'enfant, tant sur le plan psychologique, c'est-à-dire l'intelligence, le langage et l'affectivité, que sur le plan moteur, c'est-à-dire la mobilisation, les mouvements des membres et du corps. Donc, le développement psychomoteur, c'est un ensemble des progrès accomplis par un enfant, donc sur le plan psychique et moteur. Le développement psychomoteur est étroitement lié à la maturation, bien sûr, cérébrale. La qualité des échanges affectifs et la stimulation de l'environnement. Parce que, bien sûr, l'environnement peut avoir un effet stimulateur ou bien un effet inhibiteur sur le développement psychomoteur de l'enfant. C'est un processus un peu compliqué, c'est le résultat de forces différentes. Quelles sont ces forces? C'est la dotation congénitale de l'intelligence, c'est la rapidité de la maturation, ce qu'on dit une rapidité de la maturation, c'est-à-dire, bien sûr, certains facteurs peuvent influencer la maturation somatique de l'enfant, tels que certaines pathologies chroniques, la malnutrition, l'hospitalisation, le sévrage, etc. Et bien sûr, la qualité de stimulation par l'environnement. Donc, le développement psychomoteur, c'est un ensemble de progrès accomplis par un enfant sur le plan psychique, c'est-à-dire l'intelligence, l'affectivité, le langage, et sur le plan moteur, c'est-à-dire la mobilisation, la gesticulation, la posture, la position, etc. Bien sûr, lié à la maturation cérébrale et la qualité des échanges avec l'environnement, parce que cet environnement peut avoir donc un effet inhibiteur ou bien stimulateur sur le développement psychomoteur. Ce développement, c'est le résultat de forces différentes, c'est la dotation congénitale de l'intelligence, la rapidité de la maturation somatique et la qualité stimulante de l'environnement. Bien sûr, tout affaiblissement de l'une de ces forces conduit à un retard psychomoteur parce que ce sont des forces intriquées. Maintenant, quels sont les éléments d'évaluation de développement psychomoteur? C'est-à-dire sur quelle base on doit évaluer le développement psychomoteur d'un enfant à un âge donné. Donc, c'est le développement moteur,
le développement de la préhension, le développement sensoriel, c'est-à-dire auditif et visuel, le développement donc de langage, le développement psycho-affectif et l'éducation sphinctérienne, c'est-à-dire on doit évaluer notre enfant sur ces bases pour avoir une idée sur la qualité de développement psychomoteur d'un enfant à un âge donné pour dire que notre enfant a un développement normal ou un retard psychomoteur. Bien sûr, notre examen commence toujours par l'interrogatoire. Lorsqu'on dit l'interrogatoire, dès bien sûr la période anténatale, on commence toujours par le déroulement de la grossesse. Est-ce que c'est une grossesse à haut risque ou non? Est-ce qu'il y avait une notion d'HTA gravidique, diabète gestationnel? Est-ce que c'est une grossesse suivie ou non? Est-ce que la maman a contracté une infection au cours de sa grossesse? Est-ce qu'elle a fait les sérologies virales, la vaccination correcte, etc. L'accouchement, est-ce que c'est un accouchement eutocique ou bien un accouchement dystocique, spontané ou bien provoqué? Est-ce que c'était un liquide amniotique clair ou bien un liquide verdâtre? Est-ce qu'il y avait une souffrance fœtale aiguë ou bien une souffrance fœtale chronique? Est-ce que c'est un accouchement par voie haute, c'est-à-dire par césarienne, et quelles sont les indications? Est-ce que c'est un accouchement par voie basse? Le déroulement de la période néonatale, notion d'hospitalisation, bien sûr, au cours de la période néonatale pour une infection materno-fœtale, une infection néonatale précoce donc ou bien tardive, notion d'ictère néonatale avec un risque bien sûr d'ictère nucléaire, hospitalisation pour une asphyxie périnatale, une méningite, une encéphalite, les détresses respiratoires, les cardiopathies congénitales. Et bien sûr, les antécédents personnels et familiaux, c'est-à-dire notion d'hospitalisation antérieure et la cause, notion de pathologie chronique, une insuffisance rénale, les cardiopathies congénitales, HTA, drépanocytose, donc les maladies héréditaires chroniques, pathologie cœliaque, donc digestive, etc., qui peuvent donc retentir sur la croissance de l'enfant et bien sûr les antécédents familiaux. Sans oublier bien sûr les conditions socio-économiques qui peuvent aussi influencer le développement psychomoteur et la qualité des échanges avec l'environnement. L'examen clinique, bien sûr, de l'enfant, dans certaines conditions, il faut respecter donc certaines conditions. Le bébé, donc, doit être examiné en dehors des périodes prandiales, 1 heure donc après le repas. Il doit être bien éveillé, en bonne santé et de préférence en présence de sa mère. L'examen clinique, on commence toujours par l'évaluation des paramètres anthropométriques qui nous donnent une idée sur le développement somatique de l'enfant, donc pour rechercher un retard donc de la croissance. Donc, il faut évaluer le poids, la taille et le périmètre crânien qui doivent être rapportés bien sûr sur des courbes de croissance. D'où bien sûr l'utilité
de consulter toujours le carnet de santé de l'enfant à la recherche d'une cassure de la courbe pondérale et de la taille. Après donc l'évaluation des paramètres anthropométriques et la consultation du carnet de santé, on fait un examen somatique complet. Donc, l'examen somatique complet, un examen général, appareil par appareil, et on doit chercher ou bien rechercher certaines anomalies qui peuvent nous orienter vers des diagnostics fixes, tels que la dysmorphie, les signes cutanés, l'hépatosplénomégalie. Et bien sûr, comme on a dit, il faut évaluer l'état neurologique de notre nouveau-né. Donc, c'est l'évaluation neurologique du nouveau-né. Lorsqu'il s'agit d'un nouveau-né, on commence toujours par l'examen du crâne. Donc, il faut palper les fontanelles à la recherche, bien sûr, d'une suture précoce des fontanelles. Et bien sûr, rechercher aussi un bombement des fontanelles, surtout au cours des HIC. Les sutures, est-ce qu'il y a une disjonction des sutures? La disjonction des sutures considérée normale chez le nouveau-né. Par contre, rechercher d'autres signes qui peuvent nous orienter vers l'hypertension intracrânienne. Donc, il faut examiner les fontanelles à la recherche d'un bombement, surtout des fontanelles. Les sutures, une disjonction des sutures est considérée normale. Le chevauchement plutôt des sutures est considéré normal chez notre enfant et rechercher aussi la disjonction des sutures qui peut nous orienter vers la HIC. L'examen de la posture, donc une attitude spontanée en quadréflexion chez le nouveau-né, l'activité spontanée, la gesticulation, la mobilisation, l'étude de tonus passif actif, les réflexes archaïques, les fonctions sensorielles, surtout l'audition bien sûr et la vision. Recherchez toujours tout ce qui est pathologique, c'est-à-dire les mouvements anormaux, le mâchonnement, la trémulation, les clonies, les convulsions et bien sûr les déformations articulaires. Il faut bien sûr toujours faire un examen neurologique à distance, c'est-à-dire un deuxième examen neurologique quelques semaines plus tard pour apprécier la progression des signes neurologiques, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une régression de certains signes ou bien une progression des signes neurologiques pour évaluer donc la qualité des acquisitions psychomotrices chez notre enfant. Bien sûr, en fonction de l'interrogatoire et l'examen clinique, on demande certains examens complémentaires, la radiographie du crâne, à la recherche surtout des disjonctions des sutures, qui peut être en rapport avec l'hypertension intracrânienne. Rechercher bien sûr des calcifications au niveau du crâne. Demander parfois une échographie transfontanellaire chez le nourrisson, un scanner cérébral en cas de mouvements anormaux et de convulsions recherchées à l'EEG. Donc, on demande un EEG. Évaluer donc l'audition par un audiogramme. Savoir demander un potentiel évoqué auditif et visuel.
Donc, pour évaluer la qualité de développement des fonctions neurosensorielles, parfois un bilan métabolique semble être utile, surtout un bilan thyroïdien pour dépister une hypothyroïdie de façon précoce, surtout si on sait que l'hypothyroïdie congénitale est traitable à temps. Demander un bilan osseux, un karyotype et bien sûr un bilan d'embryophotopathie, les sérologies, les radiographies, etc. Donc, en cas des infections, surtout la toxoplasmose, la rubéole, surtout la rubéole, et les infections à cytomégalovirus. Quelles sont maintenant les principales étapes de développement psychomoteur? Donc, on verra les principales étapes du développement psychomoteur en fonction de l'âge. C'est bien sûr le développement psychomoteur normal à des âges clés. Donc, on doit savoir tout ce qui est normal pour détecter tout ce qui est pathologique. Le développement psychomoteur, donc entre 1 et 2 mois, on a dit bien sûr qu'il y a des critères, donc sur le développement moteur, l'appréhension sensorielle, affective et sociale. Le développement moteur entre 1 et 2 mois, il contrôle donc le nourrisson, le nouveau-né jusqu'à 2 mois, il contrôle la tête un instant si l'enfant est tenu assis. Et en décubitus ventral, il soulève le menton de 45 degrés. Donc, il tient sa tête un instant. Lorsqu'on tient cet enfant ou ce nouveau-né assis, et en décubitus ventral, il soulève le menton de 45 degrés. L'appréhension à 1 mois, le grasping est très marqué. Par contre, à 2 mois, il devient discret. Un grasping donc, qui persiste à l'âge de 3 mois ou après l'âge de 3 mois est considéré comme pathologique. Le développement sensoriel, la vision, donc à la naissance, le nouveau-né fixe une source lumineuse. Il suit un objet à 90 degrés à l'âge de 1 mois. Il accommode et suit un objet à 180 degrés à l'âge de 2 mois. L'audition à la naissance, il réagit au bruit fort. À 2 mois, il peut localiser les bruits, c'est-à-dire la source des bruits. Le développement affectif et social, entre 6 semaines à 2 mois, c'est le sourire, réponse, donc il peut réagir donc avec l'entourage. Entre 3 et 4 mois, le développement moteur, il tient la tête en position assise. Donc, à l'âge de 3 mois, il peut tenir sa tête en position assise. Par contre, jusqu'à l'âge de 2 mois, il tient sa tête un instant. Là, bien sûr, donc, on a un renforcement de tonus axial. Donc, il tient sa tête en position assise et en décubitus ventral, il soulève la tête de 90 degrés avec un appui sur les avant-bras. À l'âge de 4 mois, le grasping doit disparaître. S'il persiste, donc, il est pathologique. C'est l'âge de contact involontaire. C'est-à-dire, il tient donc les objets de façon involontaire.
C'est un contact réflexe. Lorsqu'on lui donne un objet, il le maintient donc dans sa tête, ses mains plutôt, de façon involontaire. Le développement sensoriel, donc la vision, il tourne la tête pour suivre un objet et c'est l'âge de regard de la main, donc il commence à explorer l'environnement. Donc il commence par la main, donc il regarde sa main. Et bien sûr, l'audition, il tourne la tête vers une source sonore. Le langage, entre 3 et 6 mois, il gazouille. Affectif et social, c'est exploration donc du regard. Donc c'est l'âge de regard de la main. Et s'intéresse à l'environnement. Entre 3 ou plutôt 5 et 6 mois, le développement moteur, notre enfant tient assis avec appui. Il prend appui, bien sûr, sur ses mains pour se soulever en position ventrale. Donc, à l'âge de 6 mois, il tient assis, mais avec appui. À l'âge de 6 mois aussi, c'est ce qui est important, un indicateur d'évaluation de développement psychomoteur, c'est le stade de sauteur. L'appréhension à l'âge de 6 mois, c'est une préhension palmaire volontaire. Auparavant, c'est une préhension palmaire involontaire, donc réflexe. Par contre, à cet âge, c'est une préhension palmaire volontaire. Le développement sensoriel, donc la vision, c'est une capacité visuelle identique à celle de l'adulte. L'audition aussi, c'est une acuité auditive excellente. Ce qui est important aussi à cet âge, il tourne la tête à l'appel de son prénom. Affectif et social, il commence à découvrir ses pieds. Donc, ce qui est important à cet âge, donc entre 5 et 6 mois, c'est stade du sauteur. Il tourne sa tête à l'appel de son prénom. C'est la maturation des fonctions visuelles et auditives et commence à découvrir ses pieds. Entre 7 et 8 mois, le développement moteur, il tient assis sans appui. La prévention, ou plutôt la préhension, c'est une préhension radiopalmaire en pince inférieure, c'est-à-dire il tient un objet entre le pouce et le petit doigt et le relâche de façon volontaire. C'est une préhension non précise. On dit c'est une préhension palmaire en pince inférieure. Le langage, c'est le monosyllabe, papa, maman, etc. À l'âge de 8 mois, ce qui est important aussi, c'est l'angoisse du 8 mois. Donc, c'est la peur des visages étrangers. Donc, ce qui est important à retenir dans cette tranche d'âge, donc il tient assis sans appui, c'est une préhension palmaire en pince inférieure et c'est l'angoisse du 8e mois. Entre 9 et 10 mois, le développement moteur à l'âge de 9 mois, il rampe sur le ventre, il marche à 4 pattes. À l'âge de 10 mois, il tient debout avec appui. L'appréhension à cet âge, c'est une préhension en pince supérieure,
c'est une préhension précise, c'est-à-dire il tient un objet entre le pouce et l'index. C'est le langage en syllabes redoublées. Et affectif et social, c'est la signification du nom. Donc, c'est l'âge de curiosité. Lorsqu'on lui demande de faire, c'est-à-dire ne pas faire ça, il ne comprend, donc ne pas toucher cet objet, etc. Donc, c'est la signification du nom. Donc, les indicateurs de développement psychomoteur normal entre 9 et 10 mois. Donc, à 9 mois, il rampe sur le ventre. À 10 mois, il marche à 4 pattes, il tient debout avec appui. C'est l'âge de l'appréhension précise en peine supérieure, donc entre le pouce et l'index, avec la signification du nom. C'est-à-dire, il connaît la signification du nom. Entre 11 et 12 mois, donc le développement moteur, il marche tenu par ses deux mains, puis par une seule main, il marche avec appui. Il tient debout sans appui. Donc, jusqu'à l'âge de 10 mois, il tient debout avec appui. Par contre, à l'âge de 12 mois, il peut tenir debout sans appui, mais il marche avec appui tenu bien sûr par les deux mains, puis par une seule main. L'appréhension, c'est une préhension précise avec un relâchement volontaire. C'est-à-dire, il peut saisir un objet qu'on lui donne et le relâche de façon volontaire. Le langage, à cet âge, il peut dire 2 à 3 mots. Sur le plan affectif et social, il boit à la tasse, il mange avec ses doigts et embrasse sur commande. Donc, ce qui est important à cet âge, donc il tient debout sans appui, mais il marche avec appui sur les deux mains, puis sur une seule main. Et c'est une préhension précise avec un relâchement volontaire. Entre 15 et 18 mois, le développement moteur, à 15 mois, il peut marcher seul, il peut monter les escaliers à 4 pattes. À 18 mois, il court, il monte les escaliers à la main. Le langage, c'est un langage significatif à l'âge de 18 mois. Il peut dire même 10 mots. Affectif et social, ce qui est important à cet âge, c'est le désir de l'autonomie. Il veut, c'est-à-dire faire les choses de façon indépendante. Et c'est le premier signe du contrôle sphinctérien. Donc, à l'âge de 18 mois, donc le développement moteur, il peut marcher seul, il peut monter les escaliers tenus, bien sûr, sur 4 pattes, il peut monter les escaliers à la main. Le langage est significatif et ce qui est important, c'est le désir de l'autonomie, c'est-à-dire il veut être indépendant avec le premier contrôle sphinctérien. À l'âge de 3 ans, le développement moteur, donc à 2 ans, il court vite, il frappe un ballon. À l'âge de 3 ans, il conduit un tricycle. Ce qui est important à l'âge de 3 ans, c'est l'indépendance manuelle. Le langage, c'est l'explosion vocabulaire. Et ce qui est très important à cet âge, c'est la construction de moi. C'est-à-dire, c'est l'apparition de je. Je veux faire ça,
je veux faire ça. D'accord? Donc, c'est très important. Donc, c'est à cet âge, donc c'est l'explosion vocabulaire, l'indépendance manuelle et la construction de moi. Au terme, bien sûr, de notre examen, donc on a fait l'inter-interrogatoire, notre examen clinique. On a demandé, bien sûr, certains examens paracliniques guidés par l'interrogatoire et l'examen clinique. On a vu ensemble les étapes de développement psychomoteur normal en fonction de l'âge, certains indicateurs à retenir. Bien sûr, tout ça pour détecter une anomalie de développement psychomoteur. À temps, donc, on doit détecter toute anomalie de développement psychomoteur de façon précoce parce que certaines, bien sûr, pathologies sont traitables à temps, telles que l'hypothyroïdie, la phénylacétonurie. Donc, pour une bonne prise en charge de l'enfant, savoir le pronostic et agir surtout sur les facteurs de risque. Bien sûr, au terme de notre enquête et notre examen, certains indicateurs sont inquiétants. À 4 mois, le médecin pédiatre doit être inquiété devant l'absence ou l'insuffisance de la tenue de la tête, l'absence de la poursuite oculocéphalique, donc 2 éléments inquiétants à l'âge de 4 mois, c'est l'absence ou l'insuffisance de la tenue de la tête et l'absence de la poursuite oculocéphalique. Ce qui est inquiétant à l'âge de 6 mois pour un pédiatre, c'est l'absence de bouleversement physiologique de tonus. Parce que normalement, chez le nourrisson, le nouveau-né et le nourrisson, un âge précoce, donc on a une hypotonie axiale avec une hypertonie périphérique et bien sûr un renforcement de tonus axial avec le temps. Si bien sûr persiste cette hypotonie axiale, le médecin doit s'inquiéter et doit bien sûr demander certains examens paracliniques. Donc, à 6 mois, ce qui est inquiétant, c'est l'absence de bouleversement physiologique du tonus musculaire, l'atteinte de la motilité et bien sûr l'absence de l'appréhension. À l'âge de 9 mois, on doit s'inquiéter devant une hypertonie des membres et hypotonie toujours axiale, la non-apparition de la préhension pouce-index, donc c'est la préhension fine et précise, l'absence du contrôle de la position assise, la pauvreté de la vocalise et bien sûr la difficulté de la relation avec l'entourage. À 12 mois, c'est l'âge du véritable bilan, c'est-à-dire à cet âge, on doit être efficace et on doit être rapide, c'est-à-dire on doit évaluer de façon précise le développement psychomoteur de notre enfant, rechercher bien sûr est-ce qu'on a une progression ou bien une régression. Il faut agir de façon précoce et efficace pour détecter toute anomalie afin bien sûr de prendre en charge correctement notre enfant. À l'âge de 24 mois, on doit être inquiété devant une absence de la marche correcte et bien sûr l'incapacité d'associer deux mots. Donc, on a vu les étapes de développement, on a vu les indicateurs inquiétants de développement psychomoteur à des âges clés. Devant bien sûr ces éléments inquiétants, on doit agir de façon précoce et efficace pour
détecter certaines pathologies à temps, parce que certaines pathologies peuvent être traitables et on peut donc préserver le pronostic de notre enfant. Il faut savoir que le traitement avant tout, c'est un traitement préventif, c'est-à-dire il faut agir sur les facteurs de risque, la diminution des incidences de souffrance fœtale aiguë, donc par un dépistage, et bien sûr, ce qu'on dit dépistage, c'est la surveillance donc de toute grossesse à risque. C'est aussi le dépistage précoce de certaines anomalies, l'hypothyroïdie, la phénylacétonurie. Et bien sûr, on doit savoir qu'en dehors de certaines anomalies traitables, telles que l'hypothyroïdie, etc., la prise en charge, elle est purement symptomatique et multidisciplinaire, avec bien sûr une prise en charge psychologique. Je vous remercie pour votre attention. Est-ce que vous avez des questions? Bon, l'angoisse du 8e mois, c'est la même que l'angoisse de séparation? Non, ce n'est pas la même chose. Donc, l'angoisse du 8 mois, ce n'est pas la même chose que l'angoisse de séparation. L'angoisse de 6 mois, d'accord? C'est-à-dire lorsqu'il voit donc des visages étrangers, il fait une crise d'angoisse. Yonkor, c'est ça. Un enfant qui tient assis, un enfant qui tient, ça marche seul, sans appui. Bien sûr, il faut savoir que lorsqu'on dit il y a, c'est-à-dire des âges clés, des indicateurs donc de développement psychomoteur normal, mais ces indicateurs sont différents d'une personne à une autre. C'est en fonction, bien sûr, de la stimulation, en fonction de certains facteurs, lorsqu'on dit que, bien sûr, le développement est lié à la maturation cérébrale, à la stimulation et la dotation congénitale de l'intelligence, la maturation somatique. D'accord? Donc, ce n'est pas la même, c'est-à-dire la même chose que chez tous les enfants. Bien sûr, c'est différent d'un enfant à un autre, mais c'est-à-dire on peut avoir certains, c'est-à-dire acquisitions psychomotrices précoces par rapport de certains enfants par rapport à d'autres, mais ce qui est inquiétant, c'est de rechercher un retard. Donc, on a dit qu'il faut dépister certaines pathologies, surtout l'hypothyroïdie, la phénylacétonurie, qui est une maladie donc métabolique par déficit de certains métabolismes, c'est-à-dire des inducteurs métaboliques ou enzymatiques. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc, merci pour votre attention. Oui? Est-ce que vous avez d'autres questions, s'il vous plaît?